Louise. Bonjour Monsieur le député. Ma première question est tout à fait dans le prolongement, à mon sens, de votre propos, puisqu'il s'agit de vous interpeller sur les mots qu'a utilisé le général Alexandre Dandoc lors de la présentation de la première édition du livret que vous venez d'évoquer, le 14 mars 2017. Le général présentait alors le ministère des Armées comme un véritable laboratoire de la laïcité. Et ma question est donc de connaître quelle est votre opinion sur cette affirmation et plus généralement, quel doit être selon vous le rôle du ministère des Armées dans les réflexions menées sur les questions de laïcité. Merci. Très bien, merci. Est-ce que Blandine, vous voulez poser une question tout de suite? Oui, moi je me pose la question en entendant ce si bel exposé et finalement tout cet intérêt et tout ce souci de notre État à maintenir une laïcité exemplaire au sein de l'armée. Pourquoi finalement ce modèle ne trouve pas d'expansion dans d'autres situations? Je pense notamment aux hôpitaux, je pense notamment aux prisons, où on voit qu'il y a aussi, existe aussi légalement des aumôneries, mais qu'elles sont à la fois d'abord beaucoup plus nombreuses finalement en termes de population, mais moins bien traitées et moins bien intégrées à leurs administrations que ne l'est l'aumônerie militaire. Voilà, c'était ma question. Merci Blandine. Xavier Bonaventure. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'abord Christophe pour cette audition, cette invitation. Et puis merci beaucoup Monsieur le député pour votre propos que j'ai trouvé extrêmement intéressant, documenté et clair. Je reviens en fait sur ce que vous avez dit au début de votre audition. Vous avez dit, moi je voudrais reprendre les termes d'Éric Germain, qui a été en fait l'un des auteurs à la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère de la Défense de ce livret, et qui en substance dit on a souvent perçu les armées comme une exception à la laïcité, mais elles ne sont pas une exception à la laïcité, elles sont au contraire l'expression la plus aboutie d'une laïcité. Et au fond, pour caractériser la laïcité, vous avez dit que malgré tout, les armées respectaient la neutralité religieuse. Est-ce que plus que neutralité, on ne pourrait pas parler d'impartialité? Parce que dans l'idée de neutralité, il y a au fond l'idée qu'on neutralise un petit peu le phénomène religieux, alors qu'on a le sentiment qu'au contraire, les armées utilisent le phénomène religieux et la pratique religieuse comme un vecteur de vivre ensemble et de cohésion. Voilà, je voulais simplement avoir votre sentiment un peu général sur cette problématique. Alors, sans faire offense à Louise, je vais commencer par répondre par votre question, cher Xavier, et je viendrai ensuite sur celle de Louise, parce que les deux sont très liés. Et enfin, sur la réponse au professeur Chénier, là, j'ai tort de dire neutralité. Je préfère le terme d'impartialité, parce que dans le vécu, c'est vraiment une impartialité. Et vraiment, vous avez cité ces auteurs, et ça serait encore mieux si on arrivait à faire, alors je ne sais pas si leur statut leur autorise à venir parler dans notre format de notre mouvement, mais c'est sûr que les auteurs de ce livret, les chercheurs seraient de meilleurs conseils que moi-même et certainement beaucoup plus passionnants. Et pour venir sur ce que disait justement Louise, et les deux sont liés, c'est en ça que certainement l'armée est un vrai laboratoire de laïcité, comme du reste, comme de tous les problèmes sociétaux qui se posent. Et c'est là où ça va me servir pour répondre à la question du professeur Chéni, c'est que à l'armée, dans nos armées, toute question va être traitée, va être travaillée, approfondie, creusée, et va donner l'objet d'une doctrine qui va être respectée dans toutes ces unités, sous la même forme. C'est peut-être
ce qui manque aux autres institutions. C'est probablement ce qui manque aux autres institutions. Et probablement qu'en termes de laïcité, ce qui manque, c'est une connaissance de la part du public que l'armée réponde à ce point à ces questions. Et ces questions, laïcité comme les autres, dont elle est un laboratoire, parce qu'elle a une jeunesse. Je vous donne un exemple. Les journées de la jeunesse, journées de défense de la jeunesse, sont un moyen, le seul moyen qui nous reste aujourd'hui pour détecter les jeunes qui sont en décrochage total. C'est 45 000 jeunes à peu près chaque année, puisque moi, dans le cadre de mes auditions, puisque ce budget rentre dans mon escarcelle, dans mon rapport budgétaire annuel, je rencontre le général qui est directeur des journées de la jeunesse, de défense et de citoyenneté, et il me dit, c'est 45 000 jeunes par an qui décrochent complètement, éducation, même santé psychique, et qui sont en perdition, qu'ils arrivent à récupérer. Une trentaine de milliers d'entre eux sont envoyés vers les missions locales pour être réorientés sur des processus formatifs qui vont leur convenir. Donc vraiment, l'armée a toujours été un laboratoire. Et cette question de la laïcité et de personnel venant, quand je dis d'origine, d'étrangers, de pays étrangers, avant même les religions, existe depuis longtemps. Nous avons une légion étrangère, notre légion étrangère se nourrit de personnes qui viennent d'autres pays se battre sous notre écusson. Et la légion est respectée par tout le monde, par les frères d'armes, par la population, parce qu'elle sait que ces gens ont choisi de verser leur sang pour notre pays. Alors certaines fois, des questions personnelles les y ont poussés, mais la France montre une forme de pardon par rapport à la vie personnelle de chacun de ces hommes qui viennent à nous et qui vont donner leur vie pour notre nation. Donc, cette notion de laïcité ou de respect des autres, de respect parce qu'il est étranger, de respect parce qu'il a une autre croyance, de respect parce qu'il a une autre religion, elle est là depuis longtemps. Et c'est ce qui fait que, à mon avis, les autres pans de notre société devraient venir s'inspirer de ce qui est fait au sein de nos armées. Je prends l'exemple de ce livret, je trouve ça remarquable. Moi, je ne serais pas choqué qu'en arrivant, par exemple, il faut bien voir au niveau du degré de l'enseignement, le moment où on se pose ces questions, mais qu'à un moment de l'enseignement, du cursus de l'enseignement, on nous remette un livret pour apprendre les fondements juridiques, les fondements philosophiques, et d'avoir des lignes comme elles sont proposées pour aller creuser sur l'histoire de la laïcité, de manière à mieux respecter les autres dans son collège ou dans son lycée, dans sa vie de tous les jours, dans le quartier. Je trouve que ça serait bien. Donc on pourrait s'en inspirer. D'où réponse aux trois questions. On a une impartialité évidente, puisque toutes les religions sont... je ne vois pas dans la liste la présence d'aumôniers bouddhistes, mais il existe des temples qui ont été créés autour des unités. Moi, j'ai la chance d'être à Fréjus. Fréjus, c'est le berceau des troupes de marine. Les troupes de marine ont toujours eu dans leur sein, dans leur constitution, des gens venant du monde entier, nos ultramarins, mais aussi d'autres pays. Et cette ville, probablement avant beaucoup d'autres, a eu des temples pour chacune de ces religions. Un temple bouddhiste, protestant, des mosquées, même une mosquée misri, une mosquée soudanaise qui avait été créée à l'époque près du camp Lecoq, évidemment notre cathédrale, et une synagogue. Toutes les religions sont là. On va même plus loin. Cette idée était partie d'une discussion avec le colonel Duhaut, qui était chef de corps du 21e RIMA, et où moi je lui disais, je souhaiterais que dans la ville, puisque j'étais directeur de cabinet de la ville de Fréjus, on offre des matériaux de construction
à vos différents militaires venant de différentes cultures pour qu'ils nous édifient soit des totems, soit des sculptures en rapport avec leur culture, leur identité culturelle, et que nous les exposions dans la ville. Et ce chef de corps s'est saisi de l'idée, elle est magnifique, et il a fait dresser des autels tout autour de la place du colonel Cazeille, qui est la grande place d'armes du 21e RIMA, et vous avez un autel qui correspond à chacune des croyances de ces troupes. Vous avez les ultramarins sont tous présents, chacun a son autel autour de cette place. Donc, cette laïcité et non pas une neutralité, qui est un terme que j'ai employé à tort tout à l'heure, puisque dans des lieux, elle offre la possibilité à chacun d'exposer sa croyance dans le respect des autres. Donc, elle va faire preuve, en effet, d'impartialité, puisque tous ont pu exposer sur ce magnifique théâtre qu'est Fréjus toutes les religions et toutes les croyances et les cultures régionales. Donc, pour répondre à vos trois questions, l'armée, à mon avis, plus qu'un laboratoire, est un bel exemple à suivre, pas seulement dans ce domaine, dans celui de la cohésion dont je disais tout à l'heure, et ou de l'intérêt suprême de la mission qui fait que la mission va réunir des gens différents, ce projet politique de liberté, de respect de nos valeurs, et donc doit être exporté vers d'autres institutions. Et que le mouvement démocrate, que les centristes s'emparent de cette question de la laïcité, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est tellement normal, et que nous profitions de nos connaissances de mécanismes comme celui que nous abordons aujourd'hui, de manière à les faire école dans d'autres domaines, je pense que ça serait pas peine perdue. En effet, et ça permet de faire le lien avec d'autres éléments de précision. On va un petit peu compléter ce qu'on a déjà dit. Avec peut-être, on a le temps pour un deuxième groupe de questions. Donc, Xavier, Louise, Blandine, je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup, Christophe. Alors, moi, j'ai une deuxième question. Dans votre propos, monsieur le député, vous avez énormément insisté sur la dimension particulière du métier de soldat, qui suppose d'une part l'acceptation du risque de recevoir la mort, mais qui suppose aussi l'acceptation du risque d'avoir à la donner. Et dès lors, je trouve que ça interroge sur le rôle particulier de l'aumônier, qui, comme vous l'avez souligné, n'a pas de grade, qui est donc totalement intégré à la troupe. Et est-ce qu'au fond, l'aumônier, il ne joue pas également un rôle qui va bien au-delà de son rôle de représentation de la religion qu'il a la charge d'incarner, mais qui est aussi un rôle psychologique auprès de la troupe, qui le conduit notamment à porter la souffrance psychologique, à accompagner les soldats, s'il le faut, jusqu'à la mort. Et deuxième partie de la question, est-ce qu'on a des retours, mais c'est vraiment une question, sur la proportion de soldats athées ou non pratiquants qui sont amenés à consulter des aumôniers de toutes les religions. Très bien. Peut-être Louise et Blandine, comme ça on regroupe les questions. Merci. Ma deuxième question. Blandine. Excusez-moi, Louise. Oui, alors moi, ma question touche à l'évolution des pratiques, on va dire des pratiques traditionnelles. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais été consultée par la Légion à Aubagne, parce que justement, le nombre très important finalement de soldats, enfin de légionnaires non chrétiens dans ce corps très spécial pouvait être peut-être en contradiction avec les grandes fêtes et grandes coutumes de la Légion qui étaient empreintes d'une forte culture chrétienne. Donc, est-ce qu'il y a eu évolution là-dessus? C'est-à-dire comment on arrive à concilier, j'allais dire, la matrice chrétienne
de beaucoup de traditions dans l'armée française, avec cette diversité de recrutement, notamment dans la Légion. Et est-ce que aujourd'hui, il y a, pour revenir à l'autre question de Xavier de Bonaventure, est-ce qu'il y a aussi une place qui est faite finalement pour l'absence de pratique et pour la liberté de conscience des soldats qui n'auraient pas de confession à pratiquer? Louise? Oui, ma deuxième question est plus centrée sur le statut juridique de l'aumônier militaire. Aujourd'hui, depuis le décret du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique, les aumôniers doivent, pour accéder à leur formation, être titulaires d'un diplôme de formation civile et civique figurant sur une liste préétablie par les pouvoirs publics. Et la question que j'aurais voulu vous poser est, selon vous, quelle doit être la portée de ces formations, et notamment pour le milieu militaire? Alors, je vais commencer par là. Moi, je respecte ce principe et je respecte ce qui a prévalu à ce dispositif de 2017 qui permet de qualifier que quelqu'un a le savoir théologique nécessaire pour être un référent. Je ne veux surtout pas m'en mêler. Je n'ai pas les capacités pour aller me mêler des questions de théologie chez les uns et les autres. C'est un équilibre qui a l'air de fonctionner entre l'État et les institutions religieuses et surtout avec l'organisation, comme c'était le cas aussi, du Conseil du culte musulman, de la nécessité d'avoir des interlocuteurs pour s'entendre sur un certain nombre de normes. Je ne crois pas que le problème du statut aujourd'hui ait été remis en cause sur, je ne veux pas dire le niveau, mais oui, le niveau de ceux qui étaient des aumôniers. Donc, je pense que le dispositif est bien fait, qu'il fonctionne. Maintenant, vous le savez, votre question elle est intéressante. Je n'ai pas un retour pour l'instant, mais dans notre nouveau fonctionnement de l'Assemblée depuis 2017, justement, où nous faisons une évaluation des politiques publiques, ce que vous venez de dire, la question que vous venez de poser est très intéressante et je vais la soumettre à mes camarades de la commission de la défense. Et je vais commencer par ceux du MODEM, savoir si quelqu'un a envie de s'en charger. Parce que nous sommes en train de mettre en place un certain nombre de missions flash, justement. Ça vaudrait le coup que quelqu'un aille plancher sur cette question, aille très vite voir si on a quelque chose à corriger, à améliorer de ce point de vue-là. Puisque 2017, maintenant, ça fait, normalement, c'est au bout de 2 ans qu'on doit évaluer les politiques publiques. On est dans le délai, hein. On a perdu un gros trimestre à cause du Covid, mais je pense que c'est une question qui mérite vraiment d'être creusée et où je n'ai pas le retour. Pas plus que une autre question qui m'était posée, donc c'était par Xavier, sur, il y avait un retour sur la proportion de soldats athées ou non, et sur la liberté de pouvoir revendiquer des non-croyances. Je n'ai pas, moi, de statistiques ni de retour précis sur cette question. Mais ça viendrait bien compléter ce que je viens de dire à Louise sur le fait qu'on pourrait tout à fait faire une mission, ça vaudrait le coup maintenant, de faire une mission parlementaire sur cette question-là. Et alors, pour le rôle de l'aumônier, au-delà, je sais, au-delà sur l'aspect psychologique de l'ensemble des troupes, c'est évident. Moi, je parle souvent, alors, avec l'aumônier du 21e RIMA, puis je me rappelle aussi, j'avais un camarade qui n'est plus d'ailleurs, il était prêtre, il était auprès des évêques aux armées, mais il a donné une orientation à sa vie, et je parlais beaucoup avec lui. C'est même vers l'aumônier que je vais voir, moi, quand j'ai besoin de savoir comment est le moral des troupes. Il ne va pas me divulguer de secrets, ce n'est pas le but de la discussion que j'ai avec lui, mais il va me donner une bonne température. Et ça, c'est très important. Et je sais, pour l'avoir vu partout où je suis passé, voir des unités, quelles qu'elles soient, dans leur caserne, en projection, il y a toujours à la table du chef de corps ou de l'officier le plus l'officier le plus gradé, pardon, l'aumônier ou les aumôniers.
La réalité, c'est qu'on sent bien que pour eux, ça va être une source d'une information pour prendre tous les jours sur son tableau de bord le moral de la troupe. La relation avec la mort, moi je me rappelle, c'était lorsque j'avais présenté donc le budget, parce que vous savez, je suis rapporteur du budget des anciens combattants, de la mémoire, des victimes des actes de barbarie de la Seconde Guerre mondiale. Et de la jeunesse et de la défense. J'avais cité ce propos de Saint-Exupéry qui disait que la guerre, ce n'est pas l'acceptation du risque, ce n'est pas l'acceptation du combat, c'est à certaines heures, pour le combattant, l'acceptation pure et simple de la mort. Et c'est vraiment cette phrase était là pour permettre à l'ensemble de mes collègues de comprendre que quand on parle du combattant, on est dans une catégorie de nos concitoyens, de la population qui donc a un rapport avec la mort qui, à un moment donné, est posé. Et l'on ne va pas pouvoir aborder de la même manière que toutes les autres questions qu'on aborde au Parlement. Donc, et forcément, ce biais doit aussi inclure, de notre point de vue, et on en revient à cette question d'impartialité dont Xavier parlait tout à l'heure. Moi-même, hein, quand j'aborde cette question, quand j'aborde les mémoires, et cette question des mémoires, elle est très présente aujourd'hui. Vous avez vu tous ces rapports avec les mémoires, les statuts, les hommes, les noms, les livres d'histoire qu'on va vouloir toucher. On est sur un sujet brûlant, et la clé, c'est la connaissance. La connaissance pour comprendre et qui permet de respecter les autres. Et in fine, ces valeurs qui sont les nôtres, de la liberté de croyance religieuse, donc de refuser chez nous le rejet de quelqu'un parce qu'il a une croyance ou non-croyance, le refus plutôt de laisser prospérer des amalgames, et donc cette approche de la laïcité dans notre société aussi quotidienne et aussi encadrée qu'elle l'est au niveau de la défense nationale de nos armées, à mon avis, est un sujet qu'il faut qu'on mette sur la table. Et ce débat sur la laïcité, je sais que depuis le début nous l'avons, il est peut-être l'un des plus importants du moment, et que nous ne devons surtout pas lâcher, nous, les centristes. Et c'est la raison pour laquelle je serais heureux, j'avais la réunion avec mes collègues commissaires de la défense du MODEM tout à l'heure entre 13h et 14h, mais la prochaine fois, je vais leur proposer que nous demandions une mission flash sur cette question-là. Ça serait très bien que nous en parlions. Je trouvais ça très, très bien. Ben, c'est formidable qu'on puisse arriver à une proposition comme celle-ci en discussion dans les ateliers, parce que c'est justement, sans prétention, une reconstitution d'audition parlementaire qu'on essaie de faire toujours entre les professeurs, les chercheurs et les députés. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir le proposer. Alors, certes, nous arrivons au terme parce qu'on n'a qu'une heure d'audition, mais je voulais quand même dire à tous que l'atelier plénier, c'est-à-dire vraiment le format habituel des 2h30 du 1er juillet, consacré à l'Europe et aux relations internationales, va reprendre en partie ce thème. Il y a juste, pardon. Oui. Je vous excuse, cher professeur, parce que Blandine Cellini, tout à l'heure, professeur Cellini a abordé quelque chose auquel je n'ai pas répondu, c'est sur les pratiques traditionnelles. Ah oui. Et ça, c'est très important parce qu'elle nous parlait de la Légion étrangère. Elle est à mettre en relation avec la question des crèches, justement. Et je crois que c'est les arrêts du Conseil d'État de 2006 qui avaient tranché ça sur les crèches dans les lieux publics, hein, là où elles sont autorisées et là où elles sont tolérées. C'est-à-dire qu'elles sont tolérées si elles d'abord ne troublent pas l'ordre public et si elles sont plus vues comme une activité traditionnelle qu'une manifestation religieuse. Et c'est la raison pour laquelle, à la Légion étrangère, il est de tradition, chaque année, en fin d'année, d'organiser un concours de crèche des différentes unités et sur lesquelles elles vont être primées. C'est celui qui aura fait la meilleure crèche. Mais participent à ces concours des gens
des soldats qui ne sont pas dans la confession chrétienne, mais qui jouent le jeu, parce que c'est une tradition de la Légion. Après, c'est vrai que la constitution de crèche sur des OPEX, pour l'avoir vu, au moment de Noël, est justement autorisée, parce que les soldats sont loin de chez eux et loin de leur famille, et donc ont besoin, la famille c'est l'unité, c'est le régiment ou l'unité qui est sur place, donc ça va cristalliser ce besoin qui va s'exprimer fortement à ce moment-là. Que d'autres religions puissent avoir ces moments-là, y compris dans la Légion étrangère, je ne veux pas répondre avec des certitudes, mais de ce que j'ai pu en discuter ou approcher, oui. Mais là encore, ça peut être un très bon sujet pour nous. Et donc voilà, excusez-moi d'être revenu dessus, mais parce que je ne voulais pas rester sans avoir répondu à Blandine. Merci beaucoup, monsieur le député. Alors, je disais simplement pour mémoire que le séminaire, enfin l'atelier plénier, donc de l'atelier numéro 2, Europe et relations internationales du 1er juillet, reviendra en partie sur ces questions-là. Donc, on pourra en quelque sorte revenir, enfin en tout cas reposer un certain nombre de questions et vous entendre lors de cette journée-là du 1er juillet à nouveau. Alors, nous avons encore 2 ou 3 ateliers programmés sur les autres thèmes, société, solidarité, démocratie, citoyenneté, laïcité. Donc, c'est le 26 juin dans l'ordre 1er juillet et 2 juillet pour ceux qui sont déjà programmés. Et on aura le plaisir donc de revenir plus précisément sur nos questions le 1er juillet. Je voulais, avant de vous remercier tous, peut-être juste en 2 mots, conclure sur l'histoire, finalement, et cette généalogie centriste qu'on essaie de faire systématiquement pour mettre le débat dans son contexte. 2 choses. Le problème des édifices du culte, c'est une question qui revient systématiquement dans les questions de laïcité aujourd'hui, pas forcément dans l'armée d'ailleurs. L'État peut-il financer ou pas? On sait qu'il ne le peut pas, mais peut-il déroger au principe de financement? Et finalement, c'est sur ce thème-là que sont nés les rapports directs dans le débat public entre l'armée et la laïcité, puisque finalement, la Première Guerre mondiale a choisi, à la fin de la Première Guerre mondiale, l'État français a choisi de construire la mosquée de Paris sur fonds publics, alors que nous étions déjà sous la législation de 1905, pour la reconnaissance à apporter aux musulmans ayant combattu dans l'armée française. C'est bien un premier principe dérogatoire à la laïcité que nous avons accepté à titre public et qui a lié en quelque sorte les 2 sphères, armée et religion, ou armée et laïcité. Et puis la deuxième remarque, c'est une remarque, vous avez beaucoup parlé de sociabilité de l'armée, de morale des troupes, c'est très important je pense, et l'histoire le montre aussi, avec la Première Guerre mondiale encore, c'est-à-dire, je prends 2 exemples très rapides parce que je sais que Blandine doit nous quitter, la fraternité des tranchées, celle de la Première Guerre mondiale, elle est née aussi de l'obligation faite aux curés de faire leur service militaire, si je puis dire, un peu rapidement, et ainsi de faire naître au sein des tranchées un peu moins de méfiance du laïc pour celui qui, le curé, pour celui qui, à côté de lui, combat et qui pouvait, avant la guerre, manifester une forme de distance. Bon, ça, c'est la fraternité des tranchées, c'est l'armée et la religion qui se retrouvent. Et puis, au titre des nominations d'après-guerre, c'est l'ecclésiastique le plus haut gradé du premier conflit mondial, l'abbé Paul Raymond, de famille de l'historien René Raymond, qui a été nommé évêque aux armées à la suite du premier conflit, encore une fois, pour aller voir un peu le moral et tester les troupes, surtout en zone d'occupation. Et je pense que là aussi, on a un beau sujet. Si tous ceux que vous avez énumérés, tous ces sujets que vous avez énumérés sont extrêmement passionnants et intéressants, celui de précisément cette sociabilité dans les armées, où on peut voir le lien entre religion et armée, sont aussi intéressants, je pense. Voilà, c'était simplement un ajout que je me permettais de vous suggérer.